Voilà, donc je me présente, je suis Jean-Louis Terrat, donc je suis un nouveau Sainte-Marie, dans le sens où l'établissement ADI de Perrin, dans lequel je travaille depuis 40 ans, vient de rejoindre le groupe. C'est un établissement qui est à côté de la basilique d'Ainay à Lyon. Je ne sais pas si vous connaissez, rue Jarente, qui a été construit en 1819 et qui accueillait les incurables d'Ainay. En réalité, c'était des personnes qui avaient été mises à la porte de l'hôpital Hôtel-Dieu et une bourgeoise, si on peut dire, de quartier, recueillait ces jeunes femmes, jusqu'à 200 dans ces greniers, et ensuite a pu construire cet établissement très important, qui pourrait d'ailleurs devenir le siège peut-être de l'association dans le futur. Enfin, c'est un projet, je crois. Hein, c'est ce qu'on dit, enfin, voilà. Bon. Ils sont là. Alors, bien sûr, ça nous bouscule un petit peu, parce que la psychiatrie vient à nous. Alors, moi, je suis psychiatre, donc c'est compliqué. Je suis conflit d'intérêt. Mais cette position de travailler dans le médico-social depuis 40 ans, en tant que psychiatre à l'hôpital du Vinatier, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un hôpital presque aussi gros que Sainte-Anne, sauf en budget, permet de réfléchir à qu'est-ce qui reste de la psychiatrie quand le social est là. On parlait de psychiatrie sociale, Pierre Chanois, à une époque, Pierre Chanois parlait de psychiatrie sociale. Et donc, ma position de psychiatre au centre ADI de Perrin m'a toujours demandé, une fois que tout ce travail est fait, d'accompagnement éducatif, qu'est-ce que la psychiatrie peut mettre son grain de sel? Ce qui me pousse à réfléchir sur la question de la psychiatrie hospitalière que j'ai connue. Je me suis occupé pendant 15 ans d'un secteur de la banlieue résidentielle de Lyon qui s'appelle Vaux-en-Velin, donc à l'est de Lyon. Et c'est vrai que les personnes en détresse venaient dans le sous-marin, j'appelle ça le sous-marin, ça s'appelle l'unité de soins. On n'avait qu'un périscope, c'est l'assistante sociale, c'est la seule qui sait à peu près ce qui se passe dehors et qui détient 3/4 des informations pertinentes. Je dis bien 3/4 des informations pertinentes, pour notamment préparer la sortie. Parce que c'est bien d'entrer dans le sous-marin, mais il faut ressortir. Or, au centre ADI de Perrin, pour les résidents, ils sont chez eux. Ils sont chez eux, ils ne sont pas dans le sous-marin. Donc, qu'est-ce qui reste de la psychiatrie quand les personnes sont chez elles? Alors, j'ai fait dans le temps de l'HAD, l'observation à domicile, avec l'association Santé Mentale et Communauté. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette association. Jacques Hockman, Marcel Sassolas, Jean Guetta, Jacques Pollet, qui étaient les fondateurs, qui voulaient appliquer la circulaire sur le secteur il y a bien longtemps. Et puis, ce travail à domicile que j'ai connu dans une équipe qui s'appelle Psymobile, que j'avais pu créer en 2012, c'est-à-dire la tête et les jambes, et l'aller vers, c'est-à-dire d'aller vers les personnes qui ont des besoins de santé mentale, mais qui refusent. Donc nous n'acceptions que les gens qui refusaient les soins. Ce qui oblige, qui oblige à s'entraîner à l'art de travailler avec les résistances, mais qui montre bien quelle est la position de la psychiatrie lorsqu'on est dans le domicile, quand on est dans le nid, comme dirait un certain Guy Goodwin, et avec le concept de nidothérapie. La nidothérapie, c'est travailler dans le nid. C'est pas travailler dans le sous-marin, c'est pas dans des lits artificiels, dans des maisons artificielles que sont les lieux de soins. Là, c'est le domicile lui-même. Et c'est évident que quand on va à l'accostage, puisqu'à l'abordage de personnes qui refusent, on parle d'abord de la santé mentale positive. Qu'est-ce qu'ils aiment comme musique? Qu'est-ce qu'ils font? Avant d'aborder les choses qui fâchent, la maladie, les hallucinations, les besoins de soins. Et ça m'a fait développer la notion presque de psychothérapie institutionnelle appliquée au domicile. C'est-à-dire que dans la préparation à la sortie des patients,
je trouve que c'est intéressant de voir quelle est l'ambiance thérapeutique ou l'ambiance de convalescence de la maison où le patient va revenir. La pièce montée la plus délicate de la psychiatrie n'étant pas d'admettre des patients, mais de réussir la sortie. En sachant, je vous rappelle qu'il y a environ 1000 à 1500 suicides dans le mois qui suit la sortie. 400 pendant le séjour, 1000 à 1500. Donc le chef-d'œuvre de la psychiatrie, ce n'est pas d'hospitaliser, c'est surtout de faire sortir et que la personne réintègre son milieu de vie et que ce milieu de vie soit harmonieux, congruent avec ses peurs liées à la maladie, ses souffrances, ses besoins de santé, ses attentes, ses préférences. Donc c'est comment on peut se projeter dans l'avenir de nos patients, dans ce qui va les attendre après la partie hospitalière pure, ou même ambulatoire pure, pour chez eux. Je dis souvent aux personnes que je forme, nous ne sommes pas payés pour le passé, nous sommes payés que pour préparer les 8 jours qui viennent, ou le mois qui vient. D'où l'idée éventuellement que un tiers de l'entretien soit consacré à demain. Et on remplace ce travail-là par le « on verra ». Vous connaissez le « on verra », affections nosocomiales les plus fréquentes. Hein. Bon, est-ce que je vais m'en sortir? On verra. Est-ce que je pourrai à nouveau aimer? On verra. Hein, voilà. Et donc j'ai tout un chapitre. Quelquefois, pire, c'est la forme « bon courage ». Bon courage, notamment en cancérologie, c'est pas bon du tout. Hein. Mais je suis très vigilant à ces mots qu'on utilise et à ce débroussaillage de l'avenir immédiat pour que l'on voit mieux les pas japonais que nous posons hein, sous les pieds de nos patients, sous les pieds de nos résidents. C'est-à-dire préparer la nuit qui vient, préparer le réveil, préparer aller au travail, rencontrer, parler, se soigner, etc. Donc cette position un peu particulière, bancale, hein, que j'ai en travaillant à Edith Perrin et en étant psychiatre, et cette trait d'union, enfin une forme de trait d'union entre le médical, la psychiatrie et le social, me semble extrêmement intéressant. Et je pense que des deux côtés, il y a des apports importants. Pour faire une introduction un peu plus roborative, si on peut dire, moi j'ai beaucoup téléphoné, je téléphone beaucoup à mes patients, et notamment vous l'avez tous fait pendant le Covid. C'est extraordinaire. C'est-à-dire c'est pas eux qui viennent vers nous, hein, c'est nous qui allons vers eux. Hein. Et ça m'a changé, enfin j'ai appris beaucoup de choses au téléphone, ou en visio, en télé. Enfin moi je pense que le téléphone me suffit souvent, sauf pour les personnes qui ont des troubles de l'élocution. Et alors, ce qui m'a étonné, c'est qu'avec le Covid, les patients m'ont demandé de mes nouvelles. Comment j'allais? Et des nouvelles de ma famille. Et oui, c'est la première fois de ma vie qu'on me demandait des nouvelles de ma famille. Alors, ça va, il n'y a pas eu de cas, il n'y a pas eu de ceci, il n'y a pas eu de cela. Et l'entretien téléphonique est très étonnant. Et j'ai senti, j'ai presque conclu, qu'on est plus proche au téléphone qu'en face à face dans un bureau. Pourquoi? Parce que quand les gens font le pèlerinage vers nous, leur première inquiétude, c'est sortir vivant de l'entretien. C'est-à-dire pas d'hospitalisation, pas de changement de traitement. Donc ça veut dire qu'on met du maquillage. Non mais docteur, ça va bien, ne vous inquiétez pas. Enfin, ils passent quelquefois leur temps à nous rassurer, pas seulement à dire ce qui les fait souffrir. Et je me suis rendu compte que, comme il n'y a pas ces enjeux de la capture, je viens d'un congrès de santé mentale, c'était la psychiatrie entre rupture et capture, entre séduction, enfin voilà, séduction thérapeutique. Hein. Venez nous voir, vous verrez. Hein. Bon, quelquefois il y a un peu des déceptions, hein, surtout en chambre d'isolement. Hein. Un peu déçu quand même de la visite, hein, si j'avais su. Hein. Et je me suis rendu compte que quand je parle à mes patients, ma bouche est dans leur oreille et leur bouche est dans mon oreille. Et quand vous avez des patients qui ont une belle voix, c'est troublant. Alors je ne veux pas parler de ma vie privée, hein, mais c'est troublant cette proximité
où on va dans la cuisine, on va dans leur phénoménologie instantanée, et on découvre des sphères de leur vie, des pièces de leur vie qu'on avait complètement omises pendant l'entretien classique. Donc j'ai appris des choses, et me d'un patient que je n'avais jamais vu, une première consultation au téléphone, je parle pendant 1 heure avec lui, peut-être un peu plus, et puis je lui dis, mais vous étiez suivi par un grand psychiatre à Paris, parce qu'à Paris, il n'y a que des grands psychiatres, par définition. Et je lui dis, mais en 1 heure, est-ce qu'il y a des choses que vous n'aurez pas pu me dire et que vous auriez dites à votre psychiatre parisien? Non, il me dit, je crois que vous avez gratté jusqu'à l'os. Et notamment, vous savez, vous, parce que vous me l'avez demandé, qu'un jour, j'allais me jeter sur le RER B et que, heureusement, j'ai vu un visage dans la foule, c'est une de mes collègues, et je ne l'ai pas fait. Donc c'est aussi cette qualité d'entretien, enfin, moi je pense très important, qui est valable dans le social, dans le médical, pour que nous puissions vraiment voir la personne, sa personnalité, son mouvement, savoir ce qu'elle a, mais connaître ses peurs, ses préférences, ses attentes. Et je pense que ce rapprochement médico-social est une gymnastique intéressante. Un dernier exemple, on a le PIA, le projet individuel d'autonomie, et donc le résident participe à ce projet. Est-ce que dans vos synthèses cliniques, le patient participe à la synthèse clinique? Oui, non. Enfin, à Lyon, un professeur, Michel-Marie Cardine, le faisait. C'est-à-dire que le patient assistait quasiment à toutes les phases d'élaboration de son projet de soins. Si bien que le projet de soins est beaucoup plus ajusté parce que lui dit non, pas ça, faites autrement, moi je suis un peu pressé, etc. Donc ce facteur, la présence du patient, la présence du résident, à mon avis, permet de passer du prêt-à-penser de la HAS au sur-mesure que nous souhaitons tous les jours faire. Si je peux me permettre en introduction. Paris, professeur Jean-Pierre Ollier, vous le connaissez. Politique, projet médical? Oui, politique. Politique. Politique même à la campagne, parce que police, c'est la ville. Oui. Dans l'Aveyron aussi? Mais ça ne fonctionne pas. Mesdames, Messieurs, cher Président, cher Directeur Général, Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames les directrices, chers confrères, je dois tout d'abord remercier le Président d'Osiglia qui m'a confié, voilà 2-3 ans, la mission de travailler avec vous à un texte, un document de politique de soins et d'accompagnement pour les quelques années à venir. Et je remercie évidemment celles et ceux d'entre vous qui m'ont aidé dans la rédaction de ce document par les échanges téléphoniques que nous avons eus ou les échanges par écrit, même si, bien évidemment, la Covid nous a quelque peu, et les confinements nous ont quelque peu entravés. Alors je vous dis tout de suite la diapositive suivante, s'il vous plaît, puisque j'ai plus la maîtrise, à moins que je puisse commander d'ici. Non, je suis dans le mauvais sens. Voilà. Je vous dis tout de suite que il ne s'agit pas d'un document qui a une vision contraignante pour les projets médicaux de territoire. Ce document a uniquement ambition d'avoir valeur structurante pour l'association et pour la rédaction des projets médicaux de territoire, puisque dans ce document, on a retenu 5 axes, alors qu'il pourrait y en avoir bien d'autres, mais 5 axes qui nous sont parus tout à fait essentiels. Essentiels parce que dans la ligne de l'histoire de l'association Sainte-Marie,
Et essentiel, ceux qui me connaissent savent l'importance que j'accorde à cette formule empruntée à Esquirol, guérir parfois, soulager souvent, accompagner toujours. Évidemment, c'est une phrase qui devrait être inscrite au fronton de chaque structure sanitaire. Et il me semble que nous avons des progrès à faire pour l'accompagnement. Jean-Yves y a fait allusion, il va en parler tout à l'heure. Nous avons des projets à faire pour soulager, et je pense que nous avons beaucoup de progrès à faire pour l'ambition de guérir. Je crois profondément que certaines spécialités médicales ont mis au devant de la scène la notion de guérison, la mission de guérison, au point d'en oublier l'obligation de soulagement et plus encore l'obligation d'accompagnement. Vous devinez à quels oncologues je peux penser. Ils sont aujourd'hui en train d'évoluer. Il me semble que nous, psychiatres, avons quelque peu oublié le début de la phrase et qu'il est temps de retrouver cette ambition pour d'autant mieux soulager et accompagner les personnes qui s'adressent à nous. Alors, l'association hospitalière Sainte-Marie, monsieur le directeur général, ce n'est pas le premier opérateur national de psychiatrie, puisque le premier opérateur national de psychiatrie, veuillez ne pas m'en vouloir, c'est le groupement hospitalo-universitaire psychiatrie neurosciences, dont le siège est à l'hôpital Sainte-Anne à Paris, qui regroupe les établissements psychiatriques desservant Paris et qui a une file active de 60 000 patients par an. Mais il me semble que c'est une très belle position que d'être le deuxième opérateur et bien évidemment le premier opérateur en dehors de Paris et encore plus évidemment le premier opérateur privé à but non lucratif. L'association est historiquement porteuse de bienveillance et de confiance et évidemment elle est soucieuse de progresser et c'est en ce sens qu'est rédigé ce texte. Alors, la méthode, donc, je l'ai dit, c'est une co-construction entre certains d'entre vous et moi et c'est évidemment un outil de partage avec lequel chaque site doit construire son propre projet médical dans le cadre de cette politique en prenant en compte les 5 axes de cette politique. Alors, je l'ai dit déjà, donc, le but, c'est évidemment d'être davantage collectif pour travailler mieux et donc pour structurer la mise en œuvre de nos actions. En effet, il serait illusoire, ou il est illusoire de croire que l'on peut comme ça travailler sans procédure, sans structuration de chacun de nos moments de délivrance de soins, de chacun de nos moments de décision d'accompagnement. Les orateurs avant moi, mes 2 collègues, ont évoqué la préparation de la sortie, qui, comme vient de le dire Jean-Louis Terra, est évidemment le moment le plus difficile dans nos métiers, évidemment, et le plus essentiel. Et d'ailleurs, anecdote, Michel Laforcade, dont vous avez peut-être entendu parler, qui fut ARS de Nouvelle-Aquitaine, et qui est un ARS qui a toujours manifesté un intérêt très particulier, très grand à nos travaux, à la psychiatrie, à la santé mentale. Michel Laforcade me disait récemment qu'il pense que la responsabilité de l'hôpital devrait être explicitement engagée pour l'organisation de la sortie du patient. Donc, c'est dire comment donc cette nécessité de structurer nos actions. Donc,
Pour, donc, je l'ai dit, pour mieux agir ensemble, c'est que l'association elle-même, comme elle le fait aujourd'hui, soit un ensemble avec une certaine harmonie, une certaine cohérence. Donc, c'est aussi pour stimuler l'innovation et évidemment pour concevoir des processus novateurs de soins, d'accompagnement, de recherche ou d'enseignement. Voilà les buts et les 5 domaines dont je vais vous parler rapidement et que nous avons choisi de mettre comme élément structurant de ce document de politique médicale. C'est premièrement la question de la démocratie sanitaire, deuxièmement l'obligation de prendre en compte la diversité des souffrances psychiques, troisièmement c'est d'appuyer nos actions de soins, de soulagement et d'accompagnement sur les données de l'expérience et sur les évidences venues de la science. Quatrièmement, c'est d'amplifier l'ancrage territorial. Je vous rappelle que la pertinence de l'organisation territoriale de la psychiatrie, y compris de la politique de secteur, a été récemment rappelée lors des assises de la psychiatrie de la santé mentale. Et enfin, le 5e, c'est l'impératif d'actualisation de nos compétences. Alors, démocratie sanitaire, un truisme évidemment. Mieux connaître les attentes est une condition, un préalable pour tenter d'y répondre mieux, les attentes des patients, de leurs familles. Et la démocratie sanitaire, c'est aussi un moyen de faire connaître nos capacités, les capacités de notre offre, et puis les limites, parce qu'il y a des limites, bien sûr. Alors les outils sont nombreux. On a cité, Madame le maire a cité le Conseil local de santé mentale. Il y a la commission des usagers, je crois que Jean-Yves en a dit un mot. Il y a le conseil local, le CAS, le conseil d'administration et de surveillance locale, l'éducation de la population, la maison des usagers. Mais je vous propose d'en regarder particulièrement un, c'est la maison des usagers. La maison des usagers qui ne peut pas être simplement 4 murs, un toit et quelques fenêtres et une porte, mais qui doit être une structure vivante, alors probablement dans l'hôpital, ou en tout cas à la porte de l'hôpital, ou pas trop loin de l'hôpital, je ne sais pas, mais en tout cas avec du temps institutionnel. L'une de vous me disait pourquoi un secrétariat? Non, pas forcément un secrétariat, du temps institutionnel, des outils de travail, donc de la documentation, des horaires rigoureusement définis, ce n'est pas forcément 7 jours sur 7 et 8 heures par jour, mais des horaires définis, respectés par tous, afin que les professionnels puissent participer à l'orientation des familles et à l'orientation des patients vers cette maison des usagers. Et dans les quelques maisons des usagers que je connais, un reproche qui est fait par les associations de patients ou les associations de familles de patients est que les professionnels n'orientent pas les patients, les familles vers la maison des usagers. Donc, une proposition, c'est que nous arrivions à concevoir, à construire un modèle de maison des usagers, le modèle Sainte-Marie, qui soit un outil complémentaire du travail des professionnels et qui ne soit pas simplement une espèce d'appendice quelque part dans l'hôpital. Alors, il y a d'autres outils, évidemment, pour la démocratie sanitaire. Il y a en particulier la composition des CAS. Les membres du conseil d'administration doivent être des personnalités engagées à nos côtés pour œuvrer contre le stigma qui pèse sur les maladies psychiatriques et sur les personnes qui en sont porteuses. Donc, il y a là quelque chose qui est essentiel et les membres du CAS, doivent prendre la parole, à nos côtés, doivent participer à des actions de communication. Alors, les actions de communication, elles doivent pas venir au hasard. Au hasard, c'est pas...
je ne crois pas qu'on puisse se satisfaire d'une communication parce qu'on a ouvert un hôpital de jour ici, parce qu'on a refait un CMP là-bas, mais donc des actions de communication décidées, choisies au début de l'année, idéalement, et qui puissent porter une vraie information vers le public et une vraie information, évidemment, dans le but de la déstigmatisation. Sans la déstigmatisation, nous aurons beaucoup de difficultés à progresser. Donc c'est une forte nécessité et c'est un travail donc, dans lequel tout le monde doit contribuer. Alors, une fois encore, j'ai choisi ces exemples en matière de démocratie sanitaire. Il y en a évidemment bien d'autres. L'important est de se poser la question de qu'est-ce que dans le site de Nice, de Rodez, du Puy, de Privas ou de Clermont-Ferrand, qu'est-ce que nous entreprenons, qu'est-ce que nous menons comme action en 2021, en 2022 pour aller dans le sens, pour faire progresser la démocratie sanitaire. Le deuxième axe, c'est la prise en compte de la diversité des souffrances psychiques. Alors, l'histoire nous vaut l'extrême honneur d'avoir mission de dispenser des soins sans consentement. Et sur certains des territoires desservis par l'association, l'établissement Sainte-Marie est le seul habilité à délivrer des soins sans consentement, ce qui est évidemment un extrême honneur, ce qui suppose une expertise, et on le voit aujourd'hui, alors que c'est au devant de l'actualité, avec l'histoire de l'isolement-contention. Histoire de l'isolement-contention, je fais partie, évidemment, des personnes intimement convaincues, intimement conscientes du fait que l'isolement, que la contention sont des outils thérapeutiques dans notre spécialité. Il ne m'échappe pas qu'une fois de plus, la psychiatrie est montrée du doigt. Pas la gériatrie, pas la neurologie, pas les urgences. On y attache, on y isole, mais ça ne pose pas question. S'agissant de la psychiatrie, on se pose des questions, pour ne pas dire on suspecte. Mais, au fond, nous n'avons pas le choix, nous devons considérer que c'est une opportunité pour progresser, pour trouver des stratégies en amont de la décision d'isolement ou de contention. Et donc, il y a là, évidemment, quelque chose qui est au cœur de notre expertise et sur lequel nous devons travailler. Mais on nous demande, et on l'a dit, on nous demande d'aller de plus en plus vers la santé mentale. Et avant d'en être là, évidemment, la question du désarroi que j'ai appelé ordinaire. On a vu l'épidémie de burn-out il y a peu, épidémie de burn-out dans notre pays, au point que ce puisse devenir une maladie professionnelle pour un concept qui est très mal défini, qui est très flou, dont personne ne sait exactement quelles en sont les limites, au point que les classifications internationales des maladies restent extrêmement prudentes en regard. Mais nous avons mission, effectivement, de diversifier nos compétences, notre offre, notre attention, et nous avons mission, évidemment, d'être le plus en amont possible. Dans notre pays, aujourd'hui encore, 60% des entrées dans la filière psychiatrique ont lieu à l'occasion d'une crise. Ce qui veut dire notre échec à avoir anticipé la crise. Alors, notre échec, nous ne sommes pas les seuls. Il y a les difficultés de l'entourage, et le problème du stigma, une fois encore, les difficultés de l'entourage à reconnaître l'existence d'une souffrance, la possibilité de survenue d'une crise. Mais donc, nous devons aller, et on l'a déjà dit, vers la population. Et d'ailleurs, il circule le chiffre selon lequel, le plus vite possible,
60% de nos moyens humains, devraient être dévolus à l'ambulatoire et 40% à l'intra-hospitalier. Et donc, se pose la question d'être à l'écoute de toutes ces souffrances dans leur diversité à quelques âges de la vie. Alors, quels peuvent être les outils? Là encore, les outils sont nombreux, je ne saurais pas tous les lister, mais il y a quelque chose d'assez simple qui existe au moins sur un des sites de l'association, et probablement dans d'autres, c'est la ligne téléphonique 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui permet à un professionnel sanitaire ou un professionnel médico-social de première ligne d'avoir une information, d'avoir un conseil thérapeutique ou un conseil de stratégie concernant une situation à caractère psychiatrique. Alors, il ne s'agit pas de multiplier les lignes téléphoniques, bien sûr, mais on peut aussi se dire que, quand même, c'est une question qu'il faut qu'on se pose. D'ailleurs, et Jean-Louis Terra le sait bien, le 3114, ouvert depuis vendredi, compter 3114, vous savez, c'est le fait que chacun de nous peut appeler 24 heures sur 24 ce numéro de téléphone et avoir en ligne un professionnel qui va l'aider, le conseiller, l'écouter et voir les conseils qu'il faut lui donner. Entre vendredi et lundi matin, il y a eu 4000 appels, ce qui dit l'ampleur de la problématique, l'ampleur des besoins. Et là, je disais la question du lien avec les enseignants. Au niveau de la MDA et sur un des sites de l'association, un professionnel non médecin me disait qu'elle allait travailler à voir comment structurer une réponse comme ça pour les enseignants. Et puis, il y a des populations, évidemment, il y a aussi des soins vers des populations spécifiques, bon, les équipes vers les précaires. Une équipe, je ne sais plus d'où, du Puy ou Privas, je ne sais plus, a parlé de son expertise dans le domaine il y a 3 ans, lorsque nous étions réunis ici, le milieu carcéral, les personnes âgées et tout le problème de la gérontopsychiatrie, de la psychiatrie de la personne âgée, qui est sûrement un domaine qu'il faudra, à mon avis, rapidement structurer dans l'association. Enfin, ça, c'est mon avis. Et puis, donc, on l'a déjà dit plusieurs fois, cette question de la préparation à la sortie de l'hôpital. Troisième élément, c'est la nécessité de s'appuyer sur les données de l'expérience. Ce n'est pas l'expérience individuelle, c'est l'expérience collective, professionnelle. Ce n'est pas l'aventure de Jean-Louis Terra ou Jean-Pierre Ollier ou Yves Giordana. C'est l'expérience collective et les données de la science. Avec les questions, quels outils de prévention auprès des jeunes et auprès des âgés en particulier, quelle stratégie pour dépister les troubles émergents, comment garantir une prise en charge multidisciplinaire, quel usage des progrès technologiques, quel savoir-faire thérapeutique? Eh bien, quelques réponses. Sans aucun doute, ce ne sont pas simplement les médecins qui doivent s'y coller. Je pense que infirmiers, psychologues, travailleurs sociaux doivent retrousser les manches et élaborer des programmes de prévention et d'éducation à la santé mentale, d'éducation à la reconnaissance, au dépistage des symptômes de pathologie éventuelles. Il y a aussi, évidemment, la question des partenariats avec les maisons de santé. Et nous savons dorénavant la décision de remboursement des actes de psychothérapie dispensés par des non-médecins. Aujourd'hui, il y a une anomalie en France. 60% des actes de psychothérapie remboursés par les assureurs sont effectués par des psychiatres. Il n'y a pas un autre pays qui ait ce ratio. L'acte de psychothérapie est sans doute consubstantiel du métier de psychiatre, mais le métier de psychiatre ne peut pas se résumer à l'acte de psychothérapie, d'autant que d'autres professionnels
peuvent se former, peuvent être formés, sont formés à dispenser de tels actes. Et au sein de l'association, c'est un enjeu que je considère, moi, comme majeur. Il y a 150 psychologues salariés par l'association hospitalière Sainte-Marie. Je pense que nous devons rapidement faire un état des lieux des compétences, des vocations de chacun de ces professionnels, afin de savoir quel type de psychothérapie, individuelle ou groupale, verbale ou médiée par la musique ou autre chose, sont à notre disposition, à la disposition des usagers, à la disposition des territoires, alors qu'il me semble que nous sommes aujourd'hui dans une imprécision, une certaine, j'allais dire opacité, peut-être pas opacité, mais une imprécision, et je pense que nous devons nous structurer et construire mieux notre offre en psychothérapie, qu'elle soit dispensée par des médecins, par des infirmiers, par des psychologues, voire par des travailleurs sociaux qui auraient eu une formation. Donc, partenariat dans les maisons de santé, avec le médico-social, dans les maisons des adolescents, et puis, évidemment, les RCP. La psychiatrie suivra inévitablement le chemin des autres spécialités médicales. Lorsque vous souffrez d'une maladie somatique, par exemple un cancer, il n'y a pas un oncologue qui décide de votre traitement. Il y a une réunion de concertation, et pour nous, c'est évidemment médical, psychologique, social, comme le disait Jean-Louis Terrat tout de suite. Donc. Mais on ne peut pas improviser ces réunions comme ça, quand je rencontre l'infirmière, quand l'infirmière me rencontre, quand la psychologue ou le psychologue me rencontre. Non, non. Ça n'a quelque chance d'être efficient que si c'est quelque chose qui est structuré. Et il me semble évident que pour les unités en intra, chaque semaine, il doit y avoir une RCP pour les entrants et les sortants, et en articulation avec l'extra-hospitalier. Et que c'est une manière de vérifier que la préparation à la sortie, que les conditions de sortie du patient ont été à peu près bien ciblées, bien préparées. La télémédecine, alors Jean-Louis Terrat tombe sous le charme de quelques patients ou patientes, je ne sais pas, il ne nous a pas fait la confidence, mais c'est évident que les outils technologiques doivent considérablement faire changer les conditions de travail, entre professionnels d'abord, entre intra et extra notamment, mais aussi avec, dans l'approche des patients, en construisant, évidemment, au moment de la sortie, par exemple, s'il y a une hospitalisation, ou au moment d'une synthèse pour un patient suivi en ambulatoire, puisque, après tout, la grande majorité des patients suivis par notre association le sont exclusivement en ambulatoire. Donc, réfléchir quels peuvent être nos outils pour faciliter le contact et le suivi. Et ceci m'amène à la question du recensement des outils thérapeutiques, mais je viens de m'y arrêter. Le quatrième aspect, c'est l'ancrage territorial, évidemment. Alors j'ai déjà parlé des CAS, alors les conventions. Les conventions, je pense que nous sommes tous conscients du fait que trop souvent, ces conventions sont des coquilles dans lesquelles dont nous oublions de voir le contenu. Et bon, il faut que sur chaque site, on trouve un moyen de suivre ces conventions, leur réalité, leur vitalité. La diversification des actions auprès des autorités, des services, évidemment, la communication, mais pas encore une fois, je crois que il faut un programme de communication, peut-être faut-il d'ailleurs que ce programme de communication soit proposé depuis Chamalières, en étant ajusté sur chaque territoire, mais peut-être proposer un programme de communication pour les 12 mois à venir. Alors les outils, bon, donc il y a le lobbying évidemment, le programme annuel de communication, je viens de le dire, les réunions de travail à finalité définie, par exemple, sur plusieurs sites, nous avons parlé des liens avec l'autorité judiciaire, chargée de surveiller
les mesures de soins sans consentement, mais probablement y a-t-il opportunité à travailler avec ces professionnels, à voir comment on peut échanger, s'enrichir, chacun avec eux, y compris avec les enseignants. Donc, on ne peut pas tout faire, mais choisir là-dedans des thèmes. Évidemment, il y a les opportunités que sont les groupements hospitaliers, les communautés professionnelles de territoire de santé et de santé mentale également, mais Jean-Yves Jourdain en parlera sans doute. Et enfin, formation et recherche. Alors, le DPC qu'il faut que nous tenions à jour sur chaque site. La participation aux fédérations régionales de recherche, je crois que c'est plus ou moins une recommandation, une obligation. Et une réflexion donc, sur des points tels que EPP, voire des soins protocolisés. Après tout, il y a des résultats qui montrent que les malades déprimés sont plus efficacement traités lorsque le programme thérapeutique et ses éventuelles séquences a été préalablement défini, que lorsque la thérapeutique est ajustée au petit bonheur la chance, allais-je dire, mais c'est excessif, par le psychiatre tout seul. Il y a là quelque chose qui va évoluer, doit évoluer, et je pense que nous devons y prendre part, tout comme dans les propositions d'enseignement de nos expériences. Alors, à ce stade, après discussion avec les responsables de chaque territoire, on a à peu près acté, je crois, mais peut-être qu'ils vont me contredire, on verra, à peu près acté que chaque territoire prenne en charge pour les 8 mois qui viennent. On a commencé il y a 4 mois, donc ça va arriver dans 4 mois, le rendu de copie, prenne en charge chacun un de ces aspects. D'abord, le recensement des compétences en psychothérapie sur un site pour qu'on ait une méthode qui permette de voir les difficultés ou les possibilités à aboutir. Deuxième, je crois que c'est Rodel, je crois qu'il a appris ça. Deuxièmement, construire les missions des IPA. Vous savez qu'il y a des infirmiers de pratique avancée, que l'association est montée dans le train dès qu'il s'est mis en marche, c'est-à-dire que des professionnels de l'association, peut-être certains sont-ils dans la salle, ont entamé ou ont achevé une formation d'IPA, d'infirmiers en pratique avancée. Il va falloir définir quel est le contour le plus harmonieux, le plus heureux, le plus utile, quel est le contour des missions de chacun de ces IPA. Évidemment, troisièmement, un site a pris en charge la question de l'éducation des patients et des aidants. Un autre site a pris en charge, la CENIS, je crois, la question de l'évolution des modalités de soins sans consentement. Et enfin, Priva, je crois, a choisi de travailler la question de la maison des usagers. Voilà donc l'outil qu'on vous propose. Et puis, plus loin peut-être, pouvons-nous rêver vers des soins protocolisés, vers des programmes de prévention partagés, vers des séminaires de formation validants pour des cursus d'étudiants en psychiatrie, vers une optimisation du temps de chaque compétence, y compris du temps médical, non pas pour faire une offre en deçà, une sous-offre, j'allais dire, mais pour optimiser le mieux possible le temps qui nous est alloué. Voilà donc ce qu'est ce document qui, une fois encore, a pour objectif d'être une aide à la structuration, tout en tenant compte pour chaque projet médical des réalités locales, bien évidemment. Je vous remercie pour votre attention et je suis à votre disposition. Donc nous allons passer, on va avoir à peu près 10 minutes pour Nous allons avoir à peu près 10 minutes pour poser des questions par rapport à ce projet qui est une grande perspective, enfin à mon avis, plein de travail
Et je trouve que c'est bien de relancer l'enthousiasme dans notre discipline, qui par moments s'essouffle, se fatigue. Et je trouve que c'est une belle perspective qui s'offre à vous, qui s'offre à nous, avec garder ce qui marche et puis peut-être ajouter, compléter avec des choses qui répondent plus aux besoins des patients, besoins de leur famille. Donc, qui voudrait poser une question au professeur Jean-Pierre Ollier? Alors, moi, j'ai toujours une petite question de secours. Non, mais toujours, oui. C'est par rapport... alors, en 1992, une personne s'était énervée. Je crois qu'elle était ministre de la Santé. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Parce qu'il y a eu 26 morts en France dans les chambres d'isolement. 22 à Bru, près de Rennes, 4 dans un hôpital militaire. Donc une certaine Simone Veil a mis le doigt sur le problème. Et j'étais psychiatre à Landem, qui est la grand-mère de la HAS, rue Pérignon, dans le 15e, pas loin de Ségur. Et donc nous avons commencé à faire une petite expertise et 23 critères que j'ai dû rédiger de ma main sur les chambres d'isolement, publiées tardivement et revisitées, je crois, en février 2017. Pardon. Ce qui a manqué dans ce guide, on a fait plus tard un guide sur la prévention de la contention chez les personnes âgées, qui a eu un certain succès, et on avait fait 2 guides. C'est-à-dire, une première partie, on le fait le mieux possible, le moins longtemps possible, au plus petit nombre, et deuxièmement, comment conduire une politique de réduction de l'isolement, enfin de la contention pour les personnes âgées. Et cette deuxième partie a complètement manqué pour la question chambre d'isolement. Donc tu as évoqué éventuellement la prévention, enfin la crise, donc tous les outils, tous les mécanismes que l'on a pour ne pas soigner des patients en crise, parce que c'est la partie la plus difficile à faire, ils sont déstructurés, désorganisés, voire reptiliens, on le voit en chambre d'isolement. Comment on arrive, alors qu'il y a des signaux nombreux, à prendre les choses au sérieux, un peu en amont, et ne pas attendre que, souvent on nous dit, et il s'est encore rien passé. Non, mais on a des signaux, comment on peut intervenir? Et peut-être un chantier, je ne sais pas si c'est inclus dans le projet médical, c'est les stratégies d'apaisement. J'avais rencontré un psychiatre du Bronx, BRO avec un X à la fin, un psychiatre qui avait vidé ses chambres d'isolement, qui avait arrêté la contention uniquement par des stratégies d'apaisement dès l'arrivée du patient, dès qu'il peut parler. Qu'est-ce qui pourrait vous fâcher, vous blesser, vous attrister? Dites-le nous. On aimerait mettre en œuvre vos stratégies au sein même de l'hôpital afin de ne pas vous imposer des choses qui réveillent votre souffrance. Et cette anticipation prévenante peut être très intéressante et je pense que cliniquement c'est intéressant. Est-ce que c'est un peu inclus ou c'est une piste? Oui, non, je pense, Jean-Louis, que l'expérience du travail de ce qu'on appelle aujourd'hui, moi j'aime pas le mot, mais de travail de désescalade est quelque chose dont j'ai l'intuition ou l'impression que c'est assez bien ou très bien acquis par les professionnels, en particulier les professionnels qui travaillent dans les unités de soins intensifs. Je pense que là, c'est bien acquis. Non, je pense que c'est plus en amont, et que plus en amont, c'est évidemment multifactoriel, parce qu'il faut que les familles, il faut que les intéressés reconnaissent la pertinence, le besoin d'aide. Et je suis, moi, très impressionné par le succès, si je puis dire, du 31-14. Je ne sais pas vous, moi je n'aurais pas imaginé qu'en France, entre vendredi et lundi matin, il y ait 4000 personnes qui aient besoin de décrocher leur téléphone pour appeler parce que crise suicidaire, disait-il, mais crise... Bon, je pense donc que ça rejoint ce que tu disais sur le aller vers, c'est-à-dire faire savoir, et notamment en utilisant les technologies modernes, aussi modernes que le téléphone. Donc, aller vers, donc faire savoir et
faciliter la capacité ou réveiller la capacité des personnes à prendre conscience d'un besoin pour eux-mêmes ou pour un proche et à demander une aide avant que avant que la mayonnaise monte et que on se retrouve aux urgences en situation de crise. Et alors après, en situation de crise, effectivement, il y a la question, mais là, je pense, enfin, là, les gens dans la salle peuvent corriger si je me trompe, mais moi, il me semble percevoir, par rapport à ce que j'ai connu il y a 10 ans, il me semble percevoir une très grande conscience, l'élaboration, la vraie élaboration d'un vrai professionnalisme et d'un vrai souci de la désescalade. Qui n'empêche, écoute, moi j'ai quand même le sentiment, et je pense que ça me tiendra jusqu'à mon dernier souffle, de ne pas avoir toujours isolé de manière indue ou de ne pas avoir contenu de manière indue. J'ai même la conviction, peut-être suis-je un peu délirant, la conviction d'avoir de la sorte traité et soulagé des personnes. Alors, cette question. Tout est clair, on peut avancer? Ah, merci. Vous appelez comment? Parce que c'était louche, hein. Tant que vous n'avez pas parlé, c'était louche. Donc, Jacqueline Fresnay, je suis déléguée départementale UNAFAM. Donc, je voudrais quand même rétablir quelque chose qui m'a paru être une conviction. Beaucoup de familles ont conscience, elles ne sont pas dans le déni, ont conscience que leur proche a besoin de soins. Mais elles n'arrivent pas, justement, à se faire entendre. Combien de fois, donc, effectivement, j'ai entendu beaucoup de témoignages. J'entends dire, mais oui, j'ai appelé le SAMU, j'ai appelé. Mais bon, il n'y a pas de... La personne n'est pas en danger, la personne n'est pas dangereuse, donc on ne fait rien. Si je reprends mon expérience personnelle, il nous a fallu 3 ans pour faire hospitaliser notre fils. Madame Fresnay, bon, vous êtes avéronaise. Je pense que, d'une part, nous parlons de deux situations différentes, je crois, vous et moi. Je crois que vous évoquez la difficulté persistante à laquelle sont confrontées des familles en quête d'une réponse et d'une aide. Ok ? Moi, je parlais d'une situation différente de celle où des personnes ou des familles ne réussissent pas à prendre en compte les signes précurseurs, les signes de désarroi qui vont faire le lit d'une pathologie ou de trouble du comportement ou que sais-je à venir. Alors, ma chère compatriote ruthénoise, quand même, je ne vais pas vous apprendre cet après-midi qu'il y a à Rodez une ligne téléphonique 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui permet d'avoir au bout du fil un professionnel de la psychiatrie sur le site Sainte-Marie. Alors peut-être qu'à l'époque où vous avez été confronté, peut-être ça n'existait pas. Bien sûr, les médecins généralistes, les professionnels de première ligne, voire le SAMU, n'ont pas toujours encore la formation, la réactivité, etc., que l'on aimerait qu'ils aient en matière de psychiatrie. Mais bon, les choses sont quand même en train d'évoluer, je pense, et il nous appartient de les faire évoluer. Mais ne vous méprenez pas, mon propos n'était pas du tout de dire que les familles sont toujours dans l'ignorance. Merci beaucoup, en tout cas pour ce témoignage. Il ne faut pas qu'on oublie les choses et qu'on ait des oreilles, des grandes oreilles, hein, et qu'on le couple aussi à une réactivité et de bien noter les choses, parce que quand on reprend des choses un peu tardivement, on se rend compte qu'il y a quand même pas mal de signaux précurseurs avant.